Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Vous êtes député de Paris, vous êtes délégué général de La République En Marche. Alors, selon un sondage publié hier par nos confrères de l'Express, sondage et BFM TV, une large majorité de Français semble rejeter la retraite à 65 ans. Plus largement, depuis qu'Emmanuel Macron a dévoilé son programme la semaine dernière, il baisse un petit peu dans les sondages. L'écart se resserre entre lui et Marine Le Pen, il est largement en tête. Est-ce que c'est la fin de l'effet drapeau dont bénéficiait le président de la République dans les sondages ? Ouais, vous savez, si on avait fait avec les sondages pour diriger depuis le début de ce quinquennat, on a fait le yo-yo absolu. Je crois que gouverner, avoir des responsabilités, la plus grande responsabilité, celle du pays, c'est pas faire en fonction des sondages. C'est faire en fonction d'une vision pour le pays, d'un projet et d'avancer. Mais bien sûr, mais donc, maintenant il y a des idées qui sont mises sur la bien sûr, table. mais c'est ça que j'allais commenter. Avec des réformes c'est ça le plus majeures. important. On a, dans cette élection, un choix de société à faire. La réforme des retraites, elle fait partie de ce choix de société. Si on veut c'est un marqueur de droite très fort. Investir, mais c'est pas comme ça qu'on le voit. Et d'ailleurs, je note que le sondage interroge sur simplement l'allongement de la durée d'âge. Ben, évidemment, c'est la partie la plus difficile d'une certaine façon. Et qui intervient à un moment donné où les Français affrontent une crise, évidemment, de nouveau sans précédent. On n'arrête pas de le dire depuis 2 ans. C'est pour ça la cohérence du projet. C'est de dire qu'il faut continuer à investir dans la transition écologique pour ne pas subir l'avenir, investir aussi dans la solidarité entre les générations. Il y a quelque temps, on vivait le scandale dans des maisons de retraite. On voit bien que nous avons ce choix de société devant nous. Comment est-ce qu'on accompagne le grand âge ? Comment est-ce qu'on investit dans l'autonomie de nos aînés ? Eh bien, si on veut faire ça, il faut un modèle de financement qui puisse être équilibré. Et la réforme des retraites, ça en fait partie. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse, et vous nous en donnez l'occasion en parlant de fond, présenter la mesure et cette réforme dans son entièreté, c'est-à-dire à la fois une mesure d'âge, mais aussi un choix de société qui est celui de ne pas diminuer les pensions. Du systémique et du et de dire, paramétrique. quand il y a 1 100 € de retraite minimum pour ceux qui ont bossé toute leur vie, je crois que c'est effectivement un choix aussi de solidarité. Alors, il y a une autre réforme dont on a beaucoup parlé depuis la semaine dernière, c'est celle du RSA qui serait conditionnée à 15 à 20 heures d'activité par semaine pour permettre d'aller vers l'insertion. Ça a fait tousser. On a senti une gêne au sein de la majorité sur cette mesure. Moi, je ne pense pas. Sincèrement, là aussi, regardons un tout petit peu et dézoomons sur le projet qu'on porte pour l'emploi. RSA, service public de l'emploi repensé territorialement, c'est France Travail. Et puis, solidarité à la source, c'est-à-dire l'automaticité des aides qui sont apportées aux individus. Et quand on prend ces mesures ensemble, on comprend bien quel est le projet. C'est un projet de responsabilité, à la fois pour ceux qui reçoivent les aides, mais aussi pour la puissance publique qui les verse. Il faut partir du point de départ. Le point de départ, aujourd'hui, c'est une hétérogénéité incroyable dans le versement et l'accompagnement, surtout, qui est donné aux bénéficiaires du RSA. Imaginez qu'il y a certains départements où il y a 80% des bénéficiaires du RSA qui bénéficient d'un accompagnement 6 mois après. Dans d'autres, c'est 20%. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un système qui dysfonctionne comme ça ? Donc, cette mesure, c'est de dire effectivement, quand on bénéficie du RSA, on a cette responsabilité d'avoir une activité qui mène à l'insertion. Ça peut être une formation parfois, ce n'est pas des travaux d'intérêt généraux, comme proposent d'autres candidats, ou candidates en l'occurrence, mais c'est pour la puissance publique aussi la responsabilité d'accompagner, parce que le but du RSA, c'est d'en sortir, c'est d'aller vers l'emploi, vers l'insertion professionnelle. Et moi, je crois que dans ce prochain quinquennat, on peut atteindre l'objectif du plein emploi, qui est là aussi une forme de projet de société. Il n'y a pas eu de nouveaux affrontements depuis l'annonce de la mort d'Yvan Colonna hier en Corse. C'est le calme. Est-ce que c'est le calme avant la tempête, pardon ? Il faut souhaiter tout le contraire. Non, mais évidemment, bien sûr. C'est à ça qu'on s'attelle et que le ministre de l'Intérieur s'attelle. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas pris un risque ? Emmanuel Macron a reparlé d'autonomie. Il y a des choses qui étaient revendiquées par les autonomistes, voire les indépendantistes depuis 5 ans. Des demandes auxquelles le gouvernement n'avait pas donné forcément suite. Là, on a l'impression que le gouvernement est un petit peu pris dans la nasse. Là non plus, je ne crois pas. Il y a eu un drame. Il y a eu un assassinat dans une prison. C'est-à-dire qu'on fait d'Yvan Colonna aujourd'hui en Corse. Je vais en dire quelques mots parce que je crois que c'est là là en aussi faire un martyr. Important de repartir des faits et de mettre des mots sur ce qu'on vit. Un homme a été assassiné en prison. Il a le droit à reposer en paix. Sa famille, ses proches ont le droit à la vérité. Et évidemment, il faut qu'il y ait ce travail qui soit mené parce qu'il y a eu
un acte terrible qui ne peut pas être accepté dans notre société. 5 cours d'assises s'étaient prononcés sur sa culpabilité. Ne faisons jamais d'un assassin, puisque Ivan Colonna était un assassin qui a assassiné un préfet de la République, auquel il faut rendre hommage, parce que c'était un défenseur de la République. Et il faut penser à sa famille aussi, le préfet Erignac. On ne peut pas faire d'un assassin un martyr. Donc, il faut mettre des mots sur la situation. Ensuite, il y a une méthode. Le préalable à toute discussion, c'est le retour au calme. C'est ça qu'a indiqué Gérald Darmanin. Et c'est ça qu'a affirmé le président de la République. Et on voit... Est-ce qu'on a parlé d'autonomie trop tôt ? Il est là. Mais ce n'est pas trop tôt. Dans sa conférence de presse où il a présenté son programme, le président de la République, candidat à sa réélection, a lu un texte qui était sa propre citation au début du quinquennat, où déjà il mettait la question de l'autonomie sur la table et la volonté d'avancer dans une réforme institutionnelle, constitutionnelle. On n'a pas pu le faire dans ce quinquennat pour d'autres raisons qu'on connaît, d'équilibre politique entre les chambres, mais cette question, elle était déjà sur la table. Et là, ça vient se percuter à l'élection présidentielle. On doit pouvoir avancer avec la collectivité de Corse, qui a déjà évidemment des différenciations. L'État a été à ses côtés pour avancer sur des questions extrêmement concrètes, celles des déchets, des questions financières. La Corse a été largement accompagnée pendant la crise sanitaire. Et maintenant, il faut cheminer, mais le préalable pour pouvoir cheminer, c'est évidemment le calme et la non-violence. Aujourd'hui à Nice se tient un grand rassemblement de soutien à Emmanuel Macron, auquel va participer notamment Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, mais aussi Olivier Véran, Roselyne Bachelot, mais aussi Renaud Muselier, Hubert Falco, des transfuges de LR. Ça fait beaucoup de soutien d'ex-LR, enfin venant du camp de la droite. On parle de la présidentielle, mais il va y avoir aussi les législatives ensuite. Est-ce que ça augure de négociations très serrées au sein de la composante de la future majorité présidentielle si Emmanuel Macron est réélu? D'abord, moi je me réjouis qu'il y ait comme ça des rassemblements de soutien pour présenter le projet, on en parle à l'instant. Ce moment de démocratie, nous, on ne veut pas l'enjamber, contrairement à ce qu'on entend parfois. On veut jouer pleinement cette campagne et on veut présenter notre projet. Donc tant mieux. D'ailleurs, je note que ce soir à Nice, ce rassemblement, il représentera bien la majorité présidentielle. Vous avez cité Olivier Véran, Christophe Castaner, il participera, Roselyne Bachelot, Édouard Philippe, Christian Estrosi. Ce sont des personnalités de poids dans la vie politique du pays qui ont exercé des grandes responsabilités et qui soutiennent le président de la République. Point barre. Et d'ailleurs, beaucoup ceux d'entre eux que vous avez cités n'ont même pas rejoint la République En Marche. Vous voyez, ils ne sont pas dans une démarche partisane. Ils sont dans une démarche de soutien. Mais que pensent les députés de la République En Marche du modèle qui voient arriver? Je crois que je suis assez bien placé pour alliés. pouvoir le dire. Moi, je suis le chef d'En Marche. Exact. Et je me réjouis de ça. Mon rôle, ça a été justement de mettre de l'huile dans les rouages de cette majorité. Et que dites-vous à ceux qui s'inquiètent de faire en sorte qu'elle s'élargisse. Je dis que notre ADN, depuis le premier jour où on a créé En Marche, c'est le dépassement des clivages. C'est de pouvoir justement rassembler plus largement, avec une méthode. Moi, je le dis souvent, pas de compromis, pas de compromission. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Pas de compromission, ça veut dire qu'on demande à personne de se dédire ou de renier son propre parcours politique. Ce qui m'intéresse, c'est là où on va ensemble. Pas de compromis, d'un mot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation sur le projet qui est porté. Un candidat aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui met un projet sur la table, plein, entier, ambitieux, qui peut faire causer, qui peut même cliver de temps en temps, mais il n'y a pas de négociation sur le fond. Ce projet, on veut le porter ensemble. Il y aura des négociations sur les investitures. Sur là où on veut aller ensemble, moi, évidemment, ça me va. Ensuite, les investitures. On a créé Ensemble Citoyens, qui est le mouvement qui rassemble tous les partis de la majorité. On s'est donné une règle très claire, très simple. Jamais de candidats au sein de la majorité présidentielle, les uns contre les autres aux législatives. Et on la tiendra, cette règle-là. Donc, il y aura des investitures communes dans la majorité présidentielle pour avancer ensemble. Et vous savez, toutes les personnalités que vous avez citées, que j'ai citées là, elles ont un objectif commun qui est vraiment de faire réélire Emmanuel Macron parce qu'elles pensent que c'est le meilleur aujourd'hui pour pouvoir continuer à présider à la destinée de notre nation. Et ça nous rassemble extrêmement fortement pour les présidentielles, mais aussi pour l'étape d'après législative. Un dernier mot, enfin, l'actualité est très riche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer aujourd'hui devant les parlementaires français, Assemblée nationale et Sénat. Il l'a fait devant le Congrès américain, devant le Bundestag allemand, devant la Chambre des communes en Angleterre. À chaque fois, il a mis une pression sur les Occidentaux. Quelle réponse faut-il lui faire?
de l'aide. De Et- l'aide mais donc- à l'Ukraine sans ambiguïté. Je vois que Mais oui. certains tergiversent sur les livraisons d'armes, par exemple. Ça n'a jamais été notre cas. Et je crois que le président de la République a été très moteur en Europe pour pouvoir, en Européens, ensemble, dans l'unité des Européens, aider militairement l'Ukraine. On va continuer à le faire, plus encore, s'il faut le faire. La ligne rouge, c'est de ne pas rentrer en conflit direct avec les Russes, de ne pas devenir co-belligérant. On dans s'en ce rapproche. conflit-là. Vladimir Poutine joue avec les lignes rouges. Chaque jour, évidemment. Et là aussi, il faut mettre des mots et dire la vérité sur ce qui Donc se la passe guerre en est une Ukraine. éventualité à laquelle il faut Euh, se préparer. Je crois que notre ligne, à nous, elle est extrêmement claire. Aider, y compris militairement, les Ukrainiens et ne pas rentrer en conflit, notamment dans les zones aériennes, puisque la question s'est posée avec Vladimir Poutine. Deuxièmement, continuer à mettre la pression économique sur le régime russe, sur le régime de Vladimir Poutine. Et ça fonctionne. Je veux dire, les décisions qui ont été prises, elles sont extrêmement puissantes. Là aussi, Poutine attendait que les Européens soient faibles. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Accueillir les Ukrainiens qui fuient, ils sont des millions à fuir leur pays. Là aussi, Le Premier ministre a fait des annonces hier. c'était Ouais, des on sujets est- sur lesquels les Européens se déchiraient. On est très en deçà de Et- ce que font certains de nos voisins. Mais on a dit qu'on prendrait toute notre part dans cette affaire-là, en solidarité avec les uns et les autres. Et là aussi, le système européen fonctionne. Et puis, sur les sujets de démocratie, bannir des antennes européennes, des organes de propagande russe. Ça, c'est fait. Tout ça, on l'a fait en quelques jours. Et donc, on doit continuer à avancer avec une question très stratégique, c'est comment on est demain moins dépendant des Russes, et notamment en ce qui concerne l'énergie et le gaz et le pétrole. Ça sera le sommet européen de la fin de semaine. C'est extrêmement important ce qui se joue là, parce qu'il y a la réponse de court terme, j'en ai donné quelques éléments, mais il y a la réponse de moyen terme pour assez rapidement sortir de cette dépendance-là. C'est ça la meilleure réponse à Vladimir Poutine aujourd'hui. Merci Stanislas Merci à Guérini. vous.